Bonjour à tous. Elle est l'une des ministres les plus populaires du gouvernement, l'une des plus discrètes aussi, celle qu'on a surnommée la guêpe, pique désormais en politique. Bonjour Lara Flessel. Bonjour Audrey. Merci d'être là. Vous êtes l'une de nos plus grandes championnes, escrimeuses. Vous avez remporté 5 médailles olympiques, dont 2 en or, 13 aux championnats du monde, dont 6 en or, un titre championne d'Europe, 15 titres de championne de France. Vous êtes en effet celle qui est passée de la salle d'armes à la salle de conseil des ministres. Là aussi, c'est un lieu où tout se passe à fleur et moucheté. Tout se passe en tout cas, tout se passe bien et tout se passe pour que nous soyons en mouvement. Donc effectivement, c'est trépidant, mais c'est différent. Alors avant d'en parler, parcourons ensemble les grands moments de votre vie. Commençons donc par hier. Yesterday. Vous êtes né à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et dès l'âge de 6 ans, alors vous préférez l'escrime à la danse classique. Qu'est-ce qui si jeune vous a plu dans l'escrime ? Alors, je suis issue d'une famille de 4, 2 garçons, 2 filles, et tout était en fait découverte, pratique sportive. Mon père était météorologue et footballeur, ma mère était dans l'enseignement, donc il y avait toujours en fait de l'émulation au sein de la famille, et j'étais quand même assez garçon manqué. J'étais toujours proche de mes 2 frères, puisqu'entourée par les 2 garçons, donc je grimpais aux arbres, je nageais, je faisais du vélo, et ma mère, elle s'est dit non, j'ai 2 filles, allez. Les 2 à la danse. Ma sœur faisait de la danse moderne. Et lorsqu'elle est arrivée un jour avec une tenue rose, je me suis dit, ça, c'est pas moi, c'est vraiment pas moi. Et j'ai eu la chance de voir une rétrospective d'un match de sable, 2 personnes en tenue blanche avec 2 armes. Et je me suis dit, ah, ce sera une contre-proposition, c'est à 5 ans et demi. Voilà. 5 ans et demi. Alors, l'épée féminine fait son apparition au JO d'Atlanta en 1996. Et vous aussi, vous décrochez le titre olympique par équipe et individuel. La France vous découvre et vous devenez une star dont la hargne et la détermination impressionnent. Pour les Français, Lara Flessel, c'est ça, hein, c'est l'image qu'on voit là. Je suis jusque-boutiste. Voilà, c'est un sport d'opposition, c'est un sport caché derrière un masque où on doit affirmer sa suprématie très vite par le geste, par l'action, par les regards. Et donc du coup, c'est toute une stratégie pendant 20 ans. Alors, et on se met à vous surnommer la guêpe pour votre capacité à piquer. Vous aimez ce surnom ? Au début, je ne connaissais pas, lorsque j'ai commencé la première compétition, le surnom vient de là, c'est que je ne connaissais pas trop les règles et je n'entendais pas les consignes des arbitres et j'entendais pas le halt parce que j'étais dans le jeu et je me faisais plaisir. Et il y a un président qui est arrivé qui a dit « mais elle n'entend rien, elle pique comme une guêpe, elle s'acharne » et c'est resté. Et effectivement, c'est un surnom qui me colle à la peau mais qui montre bien ma détermination. Donc j'accepte. En 1998, championne du monde, vous devenez ainsi première championne olympique et championne du monde. Suivront 3 autres médailles olympiques, 5 autres titres de championne du monde. Qu'aviez-vous de plus que les autres ? Alors je dirais autrement. Lorsqu'il y avait en fait une compétition, je me disais si je travaille, c'est pour réussir et entendre la Marseillaise. Pur et bêtement. Moi, ce que j'aimais, c'était me surpasser et surtout essayer d'avoir le dernier mot sur la piste le jour J à l'instant T. Alors, vous allez continuer à remporter des titres pendant des années, hein, jusqu'au JO de Londres en 2012. Vous avez alors 40 ans. 40 ans, c'est l'âge pour démarrer une nouvelle vie. Est-ce que la politique vous trotte déjà dans la tête à cette époque ? Non, pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'escrime, c'est un sport amateur. Donc, je travaille en parallèle. J'ai une petite fille aussi. Et à 40 ans, effectivement, je m'étais fixé cet objectif, c'était d'aller jusqu'aux Jeux Olympiques de Londres. J'ai eu la chance d'être porte-drapeau, donc amener une dynamique à une équipe et dire au revoir. Donc, ça s'est préparé. J'ai préparé ma reconversion, ma carrière en parallèle, une réorientation. Mais ce que je savais, c'est que je voulais rendre à la France, rendre en fait à ceux qui m'avaient beaucoup apporté et rendre en France. Donc du coup, je me suis dit, ok, je ne serai jamais trop loin du sport, mais je n'avais jamais pensé à être ministre des Sports. Et alors, c'est 5 ans plus tard, en 2017, que votre carrière politique démarre. Vous soutenez Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Ça a été quoi ? Ça a été un coup de foudre ? Ça a été une rencontre de 45 minutes. Et voilà. Mais avant, pendant 15 ans, pendant ma carrière, je dirais ma carrière sportive, je me suis impliquée dans le tissu associatif et humanitaire. Et pendant ces élections, j'ai un ami,
clairement qui m'a dit, mais Laura, viens partager ta vision du sport pour demain auprès d'Emmanuel Macron, qui n'était pas encore président. Et donc, il y a cette rencontre de 45 minutes. Et il y a eu cette rencontre de 45 minutes où j'ai découvert, où j'ai échangé pour la première fois avec Emmanuel Macron. On m'avait dit que c'était 15 minutes et finalement, ça a duré un peu plus de 45 minutes. Et je lui ai parlé de ma vision du sport, la vision pour la femme, la vision pour les personnes en situation de handicap, la haute performance, la nouvelle gouvernance, ce que je fais aujourd'hui. Et surtout, à la fin, il m'a dit, vous voulez quoi? Je lui ai dit, je veux rien, je voulais juste vous partager ma vision du sport aujourd'hui et qu'elle était incomprise. Et mes derniers mots, c'était gagner. C'est tout. Et ça s'est passé comme ça. Et vous avez eu des nouvelles assez vite ensuite? Après, lorsqu'il a eu constitution du gouvernement, j'ai eu l'appel du Premier ministre. Il m'a demandé si j'étais capable de changer ma vie du tout au tout sur une proposition du président. Et j'ai demandé réflexion, forcément. Je voulais parler avec mon mari et ma fille. Et mon mari m'a dit, mais finalement, tu sais que tu peux, donc vas-y. Allez, maintenant, parlons d'aujourd'hui. Très vite, après votre nomination au gouvernement, vous êtes devenue l'une des ministres les plus populaires. Ça faisait longtemps qu'un sportif de haut niveau n'avait pas tenu ce ministère. Est-ce que vous pensez que ça aide pour avoir une crédibilité? C'est une réalité. Je pense que le président de la République a aussi entendu les cris des Français. C'est-à-dire, mettons des spécialistes et voyons après. Donc, on a un quinquennat pour réussir. Et effectivement, ce qui est encore plus différent par rapport à nos prédécesseurs, c'est que nous sommes une réelle équipe. On structure, mais on travaille de manière interministérielle pour que justement nous soyons plus pertinents sur le territoire. Et lorsque moi je travaille, lorsque j'ai créé ma feuille de route, j'ai travaillé avec l'éducation nationale. L'idée, c'est de travailler avec Jean-Michel Blanquer sur l'éducation. L'éducation à travers, je dirais, son milieu pour avoir des jeunes qui ne soient pas obèses, qui soient dans l'acceptation de la singularité de l'autre. Aujourd'hui, on voit la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre les discriminations. Ben, on va travailler à la base. La base, c'est l'école. C'est donner une culture aussi sportive et citoyenne à nos jeunes. Donc, géré par le prisme du sport, on va toucher le citoyen, on va mettre des valeurs, on va travailler sur la fraternité et la performance. Vous vous sentez bien en politique ? J'apprécie. C'est-à-dire que depuis 10 mois, c'est un rôle qui est soutenu. Il y a une grosse responsabilité. Je garde ma personnalité. Je dirais, quand je suis arrivée au premier Conseil des ministres, j'appartenais à la société civile. Lorsque j'ai quitté ce premier Conseil des ministres, j'étais dans un gouvernement et j'entends bien réussir. Et j'ai envie aussi que chaque Français puisse se retrouver à l'horizon de 2024 fier de son pays. Alors vous êtes ici pour nous parler de la campagne Ex-Aequo, vous venez de lancer pour lutter contre les discriminations dans le sport. Vous en avez souffert vous-même ou pas ? Oui. Ouais. Oui, alors moins de sexisme, mais beaucoup plus de racisme. J'étais dans un univers élitiste où il y avait très peu de noirs. Comment une noire peut être double championne olympique? Voilà, j'ai porté plainte. Mais lorsque ma fille revient après et qu'elle pleure, on me dit, maman, on m'a traité de sale noire, mais je me lave tout le temps. Voilà, c'est perturbant. Mais ce sont des blessures qui arrivent encore aujourd'hui. Donc, à travers le sport et à travers cette campagne nationale de lutte contre les discriminations, on a choisi clairement de travailler autour de 4 axes. Le sexisme, le racisme, l'homophobie et la stigmatisation du handicap. Est-ce qu'une campagne de communication va suffire pour qu'on arrête les insultes racistes dans les stades, pour qu'on puisse être gay dans le foot ? Non, je vous dirais, une campagne, ce n'est qu'un élément. Le deuxième outil, c'est les colloques. Le troisième outil, c'est l'implication sur le territoire. Le quatrième, la victoire, c'est que tout le monde au quotidien puisse se dire on doit faire attention à la singularité de l'autre, respecter l'autre. Alors, de grands noms du sport français sont les ambassadeurs de cette campagne. Antoine Griezmann, Estelle Mossli, Florent Manodou, Marie-Amélie Le Fur, Sarah Ouramoun, Souleymane Sissoko. Concrètement, que font-ils? Alors, il y en a bien d'autres. Concrètement, oui. Que font-ils pour, à part répéter que le racisme, c'est pas bien, que l'homophobie, c'est pas bien? En fait, ce sont des leaders d'opinion, chacun dans leur discipline. Ce sont des sportifs qui sont au contact d'associations. Donc, en permanence, ils vont véhiculer ces messages. Ils vont continuer à aller sur le terrain,
avec nous et sans nous, dans les quartiers prioritaires, dans les quartiers, dans les zones rurales, dans les grandes villes, peu importe. Alors, vous êtes aussi celle qui aimerait qu'on chante la Marseillaise avant chaque représentation sportive, comme le font les Américains, hein, ils chantent leur hymne avant chaque représentation sportive. C'est quoi le but? L'idée, c'est de s'approprier, de se réapproprier notre hymne, non pas, je dirais, après un attentat, non pas en réaction, mais en proaction. C'est effectivement un cri qui amène à faire mieux. Alors vous savez bien qu'on reproche surtout aux footballeurs qui ne sont pas blancs de ne pas chanter la Marseillaise, alors que Platini ne chantait pas la Marseillaise. Les joueurs de rugby ne la chantent pas forcément. Oui. Pourquoi est-on si exigeant avec les footballeurs, si ce n'est pour de mauvaises raisons? Parce qu'ils coûtent, parce que ils sont payés très très cher. Le français est très critique. Donc du coup, on pardonne à certains ce qu'on ne pardonnerait pas aux footballeurs. Mais j'ai envie de vous dire, laissez-les évoluer, laissez-les pratiquer. Ce sont des jeunes, il faut mieux les former. Donc ça passe aussi par un travail dans les centres de formation pour que ces footballeurs, ces jeunes footballeurs aussi puissent connaître la vraie réalité de la vie. Puis alors ça se gâte. Vous êtes celle qui veut mettre les Français au sport. Il y a du boulot, là. Nous avons 34 millions de pratiquants, mais on a quand même 55% de Français qui ne bougent pas, qui bougent, mais à gérer à titre curatif. Donc l'idée, c'est d'aller chercher... Publique, hein. Voilà, c'est un enjeu de santé publique et l'objectif au sein du ministère, c'est donner envie d'avoir cette pertinence de travailler en préventif et non en curatif. Voilà, dans son programme, Emmanuel Macron envisageait d'augmenter de 3 millions de pratiquants. Comment vous allez faire? Vous allez faire éteindre les télévisions et les autres écrans? Non, on va aller dans les télévisions. C'est ça. Non, oui, on va aller chercher 3 millions. Pourquoi? Et je vous dirais que 3 millions, vraiment, ces 10% sont facilement atteignables. Lorsqu'on regarde les différents axes, on ira dans l'école, on va travailler avec l'éducation nationale, on va travailler avec l'enseignement supérieur et de la recherche. Juste un chiffre. Nous avons des étudiants magnifiques, 5% seulement d'étudiants pratiques. C'est pas beaucoup. Oui. Non, il y a une augmentation de la sédentarité, une augmentation du stress au quotidien dans les entreprises. Donc nous allons travailler aussi le sport et l'entreprise. Derrière, il y a une génération, on a nos seniors qui vivent le plus longtemps possible. Eh bien, on va aussi intégrer de la pratique sportive pour nos seniors. Il n'y a pas de raison. Et on va aussi rentrer, se donner le droit aussi d'avoir une réponse dans le milieu carcéral. Et on dépassera les 3 millions de pratiquants. Alors, pour motiver les Français, vous avez prévu d'organiser une fête du sport. La première édition aura lieu le week-end du 21 au 23 septembre. Cette fête du sport, c'est à l'image de la fête de la musique, c'est ça? C'est ça. On n'a jamais eu une fête populaire comme la fête de la musique où tout le monde envahit les rues. Imaginez, vous descendez, il y a un trampoline, et ben vous remontez, vous habillez et vous testez. L'idée, c'est de donner envie aux Français de pratiquer pour son bien-être, pour le plaisir de rencontrer du monde, pour lutter contre l'exclusion, l'assignation à résidence, parce qu'on n'a pas les moyens. Donc là, l'idée, c'est d'aider les associations sportives, les fédérations aussi, à découvrir de nouvelles personnes pour pratiquer. On sait qu'Emmanuel Macron s'est joué au tennis. On sait qu'il est fan de l'OM. Mais entre nous, est-ce qu'il est vraiment sportif? Il est sportif. Il est sportif et il impulse une dynamique sportive. Et ça, c'est très bien. Parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas un président aussi enclin à écouter le ministère du Sport. On a ce ministère et il nous fait confiance. Il est sportif. Il l'est vraiment? Il l'est. Mais il n'y a pas que lui au sein du gouvernement. Il y a aussi le Premier ministre qui adore la boxe. Nous avons... Et puis après, j'ai un quinquennat aussi pour insuffler cette dynamique au sein du gouvernement. Mais nous sommes sportifs. Nous avons un rythme de sportif. Alors, votre mission n'est pas gagnée. Il faut donner envie à 3 millions de Français de faire du sport. On le disait. Il faut aussi gagner la Coupe du Monde de foot en juillet prochain. Alors maintenant, parlons de demain. Technologic. Une victoire de la France au Mondial 2018. Est-ce que vous y croyez vraiment ou est-ce que depuis le match contre la Colombie, comme beaucoup, vous doutez? Un peu. Je n'ai jamais douté. Oh Bob. C'est pareil, c'est une équipe de France qui est en train de travailler pendant 3 mois avec une vision de la Coupe du Monde. On a une période où il ne faut pas se blesser.
Donc il faut être dans le jeu et en même temps être attentif à la blessure. Une blessure, en fait, diminuerait les chances des joueurs. Donc du coup, c'est une période stratégique où on doit tenter, visionner, regarder, répondre présent. Et ils ont répondu présent à gérer au deuxième match, ils gagnent. Donc du coup, voilà, il faut les laisser travailler. Il reste encore 2 mois. Et derrière, il y aura la Coupe du Monde. Personne ne pensait à la victoire des Français en 98. Moi, j'ai toujours dit oui et j'étais à la finale. Donc je crois en cette nouvelle équipe. Donc je vais les laisser travailler. Je serai toujours là pour appuyer, je dirais, mon engagement vis-à-vis de cette équipe de France. Et j'aimerais entendre la Marseillaise, effectivement. Et c'est tout le mal que je leur souhaite. Et Karim Benzema, vous le sélectionneriez, vous, en équipe de France? Je suis ministre des Sports. Je sais bien. Imaginons. Je ne suis pas... Non, laissant faire l'entraîneur national. C'est une réponse politique, ça. Oui, mais je suis politique. Ouais. Je pense que parfois pour nous, chacun oui, mais chacun a ses responsabilités. Moi, je ne suis pas entraîneur. On a un entraîneur qui a montré par son choix une équipe en fait en progression. Il a su créer une nouvelle dynamique. Ces jeunes, ces joueurs s'entendent, s'estiment. Et derrière, je pense qu'ils iront chercher la gagne. Donc du coup, maintenant, j'ai pas envie de lancer une polémique. Je suis à 200% la sélection de Monsieur Deschamps. Didier Deschamps pourrait être le nouveau Aimé Jacquet? J'espère que Didier aura son quart d'heure aussi pour connaître ça. Et c'est vrai que ce serait un trait d'union idéal pour nous Français qui justement souffrons un peu. Donc redonner ce sourire à la France, c'est important. Vous vous rappelez de la France Black Blanc Beurre 98. Est-ce que vous pensez qu'on peut retrouver ça? Ah non, mais je ne veux pas revoir cette génération Black Blanc Beurre. J'ai jamais aimé cette appellation Black Blanc Beurre. On me stigmatisait à la black qui faisait de l'escrime. Non, je suis une Française, je mouille le maillot, je vais chercher la Marseillaise, et voilà. Gagner le Mondial 2018, votre popularité serait garantie à vie, hein. Mais moi, j'ai envie de dire, ma popularité, c'était hier. Et pour clore chacun de ces entretiens, je pose une question récurrente, la question deuxième chance. Si vous deviez revenir sur Terre, en sachant ce que vous savez, que feriez-vous de votre deuxième vie? Je refais tout et je me remets sur les pistes. Je prends plaisir à aller dans les associations, à donner de la voix dans l'humanitaire, à redevenir, pourquoi pas, et essayer de faire mieux sur une mission gérée au sein du ministère des Sports. J'adore, je dirais, cette première vie. Maintenant, je veux m'inspirer de cette vie pour faire mieux. Mais vous êtes déjà dans une deuxième vie, là, finalement. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que si je revenais, je referais les mêmes choses. Merci beaucoup. Mieux. Merci beaucoup, Laura Flessel. Merci de m'avoir invitée. Très bonne journée à vous. Merci. Très bonne journée à tous sur LCI.